Début avril 2023, alors que je fais des recherches sur les affaires pédocriminelles de la semaine, je tombe sur un article de l'Indépendant du 3 avril montrant Roman Polanski en photo avec sa victime Samantha Gailey, devenue épouse Geimer. Cette photo, prise lors d'une interview, est une capture d'écran du compte Instagram d'Emmanuelle Seigné, épouse de Roman Polanski. Elle y a ajouté pour unique commentaire « Merci Samantha ». Je précise que depuis, cette page Instagram a disparu des comptes des deux protagonistes. L'article reprend en quelques mots l'affaire Polanski, que je vous détaillerai un peu plus tard, puis s'étonne que cette photo où victime et bourreau s'enlacent avec de grands sourires. La victime déclare qu'elle estime que Polanski a remboursé sa dette envers la société, que ce qui s'est passé avec lui n'a jamais été un gros problème pour elle. Elle insiste en disant que ce n'était pas bien grave et que tous ceux qui pensent que sa place est en prison se trompent. Surprenant, non ? Pas vraiment. Voyons tous les aspects de l'affaire Polanski, une affaire de pédocriminalité dans le milieu du divertissement qui a vu le jour en 1977 et qui fait toujours parler d'elle plus de 45 ans après les faits. Au début de l'année 1977, Roman Polanski, alors âgé de 44 ans, est engagé par l'édition française du magazine Vogue pour réaliser un reportage photographique sur les jeunes filles européennes et américaines. Par l'intermédiaire d'un ami commun, il rencontre Jane Gailey, une aspirante actrice, et sa fille Samantha, une adolescente de 13 ans, à qui il propose d'être l'un de ses modèles. Elle accepte, après l'approbation de sa mère, Polanski lui ayant promis de l'aider à devenir une vedette de cinéma. Une première séance photo a lieu le 20 février 1977, près du domicile de l'adolescente sur les hauteurs de Los Angeles. Au cours de cette séance, Polanski photographie Samantha seins nus, ce qu'elle ne raconte pas à sa mère. Satisfait par les clichés, Polanski propose une deuxième séance. Ce que Samantha, qui voit en lui son passeport pour la célébrité, et sa mère acceptent. Le 10 mars 1977, Polanski la conduit jusqu'au domicile de Jack Nicholson afin de prendre de nouvelles photos. Nicholson est absent ce jour-là et la propriété leur est ouverte par Elena Kalianiotes, actrice et voisine de l'acteur. À l'intérieur, Polanski propose alors du champagne et sert 3 verres, un pour Kalianiotes, un autre pour l'adolescente et un dernier pour lui. Après le départ de Kalianiotes, la séance photo se déroule dans la cuisine, puis à l'extérieur de la maison, sur le patio, près de la piscine et dans un jacuzzi. Samantha continue de boire du champagne tout au long de la séance, lorsque Polanski lui propose de partager avec lui une pilule de Quaalude, un sédatif très utilisé à l'époque comme drogue récréative. Elle refuse une première fois, puis accepte, parce qu'elle voit qu'il veut qu'elle en prenne. Avant de la photographier dans le jacuzzi, Polanski lui demande d'appeler sa mère, la séance durant plus longtemps que prévu, afin de savoir s'il pouvait la ramener chez elle un peu plus tard. Jane Gailey accepte. Samantha se déshabille, à l'exception de ses sous-vêtements qu'elle accepte finalement de retirer à la demande de Polanski avant de rentrer dans le jacuzzi. Il prend alors plusieurs photos de l'adolescente avant de se déshabiller à son tour pour entrer dans l'eau. Le modèle prétend alors avoir de l'asthme afin de sortir du jacuzzi. Polanski lui propose ensuite d'aller dans la piscine. Elle hésite puis accepte. Traverse la piscine à la nage avant d'en sortir et de rejoindre la salle de bain afin de se sécher. Elle suit ensuite Polanski jusqu'à une chambre où il lui demande de s'allonger sur un divan. L'adolescente demande alors à rentrer chez elle. Il lui répond qu'il la raccompagnera un peu plus tard. Et là, ça dérape. Polanski commence alors à l'embrasser. L'adolescente atteste lui avoir dit non à plusieurs reprises et souhaite le repousser, mais la peur l'en empêche. Polanski lui ayant fourni un narcotique illégal ainsi que l'alcool, elle se sent étourdie et voit sa capacité de dire non limitée par les substances. Il pratique ensuite sur Samantha un cunnilingus avant de la contraindre à un rapport vaginal puis anal. Elle décide de se laisser faire et déclare pouvoir à peine se souvenir de ce qui est arrivé, en raison des effets de l'alcool et de la drogue. Dans un témoignage ultérieur, Samantha déclare qu'au moment où le crime était commis, l'actrice Angelica Houston, compagne de Nicholson, est rentrée dans la maison. Celle-ci semblait méfiante à propos de ce qui se passait derrière la porte fermée et avait commencé à frapper dessus. Mais elle est repartie après que Polanski lui ait dit qu'il venait de sortir du jacuzzi et qu'ils allaient bientôt sortir. L'interruption de Huston fit croire à Samantha que son calvaire était terminé. Néanmoins, Polanski la contraint à poursuivre son rapport anal. Alors elle ferme les yeux et elle attend que ça s'arrête, en ne pensant seulement qu'à rentrer chez elle. Alors que Polanski s'apprête à raccompagner Samantha chez elle, il croise Angelica Houston. Selon cette dernière, l'adolescente avec qui elle parle brièvement n'a l'air ni apeurée ni bouleversée. À cela, Samantha répond « J'étais heureuse de savoir que j'allais bientôt rentrer chez moi. J'étais épuisée, accablée, et même si je n'en avais pas conscience, assez shootée. » Une fois rentrée chez elle, Samantha se confie sur ce qu'il vient de lui arriver
à son petit ami. Sa sœur surprend la conversation et prévient leur mère immédiatement. Susan Gailey, furieuse, appelle la police et dépose plainte le soir même contre Polanski. Samantha est alors interrogée, puis amenée à l'hôpital Parkwood pour être examinée par le docteur Larson. Dès le lendemain, le 11 avril 1977, Roman Polanski est arrêté. Il est libéré grâce à une caution de 250 000 $ versée par son avocat et reprend tranquillement son travail. Le même jour, Samantha Gailey témoigne devant le grand jury du comté de Los Angeles. Polanski est inculpé pour 6 motifs. Avoir fourni une substance prohibée à une mineure, s'être livré à des actes licencieux et de débauche, s'être rendu coupable de relations sexuelles illicites, de perversion, de sodomie et de viol. Le 15 avril 1977, il se voit signifier officiellement les 6 chefs d'accusation par le juge chargé de l'affaire, le juge Rittenbaum. Il plaide non coupable et voit sa libération sous caution reconduite. Le juge Rittenbaum accepte sa demande de quitter provisoirement les États-Unis pour Londres, puis Paris, où il s'installe pour fuir quelque temps les paparazzi. Polanski revient ensuite à Los Angeles, car la famille Gailey lui a fait part de son souhait de ne pas comparaître en public. Un accord entre l'avocat de Polanski, Maître Dalton, celui de la famille Gailey, Maître Silver, le procureur chargé de l'accusation, Roger Gunson, et le juge Rittenbaum est engagé. Il s'agit alors d'une négociation pour l'abandon des accusations les plus graves et une condamnation sans procès. Le 8 août 1977, l'accord est trouvé. Polanski plaide coupable pour rapports sexuels illégaux avec un mineur, les autres charges étant abandonnées pour éviter un procès public. Selon 2 experts psychiatres commissionnés par la Cour, Polanski ne présente pas un profil de délinquant sexuel mentalement dérangé. Il précise qu'il est d'une intelligence supérieure et de fortes valeurs morales et éthiques. Comme je le dis toujours, les pédocriminels ne sont pas des malades mentaux. Le 19 septembre 1977, Polanski est condamné à une peine de 90 jours de prison. Le juge Rittenbaum prévoit une évaluation diagnostique au cours de cette incarcération, ainsi qu'une mise à l'épreuve à sa sortie. Avant son incarcération, le juge accorde à Polanski un sursis pour qu'il puisse faire des repérages pour la préparation d'un film. Polanski se rend ainsi à Munich en Allemagne, puis à Bora Bora. Il est incarcéré le 19 décembre 1977 à la prison de Chino en Californie. Il y passera exactement 42 jours, puis sera libéré pour conduite exemplaire le 29 janvier 1978. Revirement du juge Rittenbaum qui convoque l'avocat de Polanski et le procureur dès le lendemain pour leur annoncer qu'il veut condamner Polanski à une nouvelle peine, car il est soucieux des critiques du public et de la presse. Il prévoit une condamnation dont il ne garantit pas la durée, mais il déclare à Dalton et Gunson que Polanski sera libéré après 48 jours s'il accepte de quitter définitivement les États-Unis. Illico, Dalton informe Polanski du projet du juge Rittenbaum et lui explique que malheureusement, rien ne garantit qu'il sera libre au bout de 48 jours, et que si le juge le désire, sa peine peut aller jusqu'à 50 ans. La réflexion de Roman Polanski fut simple. Il l'a écrit dans son autobiographie. Puisque le juge semblait bien décidé à m'empêcher de vivre et de retravailler aux États-Unis, et puisqu'il était manifeste que j'avais passé 42 jours à Chino pour rien, une question évidente se posait désormais, qu'avais-je à gagner en restant? Et la réponse semblait bien être, rien du tout. Il prend donc la décision de quitter les États-Unis sans même prévenir son avocat. Le 31 janvier 1978, il prend un avion pour Londres, puis Paris. 3 février 1978, les autorités américaines ouvrent un dossier d'extradition à l'encontre de Polanski. La France, comme d'autres États, refuse généralement l'extradition de ses citoyens et annonce que Polanski ne sera pas renvoyé aux États-Unis. Le juge étant déchargé du dossier en février 1978 pour irrégularité, l'affaire est confiée au juge Breckinridge qui refuse de juger Polanski par contumace. Depuis, la justice américaine tente de mettre la main sur Polanski lors de ses déplacements à l'étranger. Ainsi, des demandes d'extradition ont été adressées aux pays avec lesquels les États-Unis ont signé une convention d'extradition. Mai 1978 au Royaume-Uni, décembre 1986 au Canada, 1988 en Allemagne, au Brésil, au Danemark et en Suède, octobre 2005 en Thaïlande, 2007 en Israël. Mais toutes ces tentatives restent vaines. En 1993, suite à un procès civil, Polanski s'engage à verser une indemnité de 500 000 $ de dommages et intérêts à Samantha Gailey, devenue épouse Geimer. Polanski a interdiction d'évoquer les événements de 1977. Samantha s'engage à l'aider dans la mesure du possible à résoudre ses problèmes légaux avec les États-Unis, à ne pas exploiter commercialement cette histoire. En 1997, Samantha Geimer exprime publiquement lui avoir pardonné. La même année, l'avocat de Polanski et le procureur chargé de l'accusation tentent de résoudre le problème pénal en apportant le dossier au juge Larry Findler. Ce dernier fait une proposition.
Si Polanski accepte de revenir aux États-Unis pour être auditionné, il ne sera pas arrêté et n'aura pas à purger une nouvelle peine. Mais cette audition doit être télévisée. Polanski refuse cette proposition. En février 2003, Samantha Geimer, tout en rappelant les faits du viol, prend publiquement sa défense et déclare que leur affaire ne doit pas entrer en considération pour juger son travail. Samantha défend également la décision de Polanski d'avoir fui les États-Unis et réitère son souhait qu'un terme soit mis aux poursuites. Polanski est nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film Le pianiste. Suite aux déclarations de Samantha, la réalisatrice Marina Zenovic décide de consacrer un documentaire sur le réalisateur auquel ce dernier refuse de participer. Dévoilé en 2008, Roman Polanski, Wanted and Desired, défend la thèse d'un acharnement judiciaire et médiatique. Le 3 décembre 2008, les avocats de Polanski, Maître Hummel et Dalton, vont utiliser ce documentaire pour avancer l'argument d'une procédure illégale envers leurs clients et demandent à la justice l'abandon des poursuites contre leurs clients. Le 13 janvier 2009, Samantha Geimer, puisqu'il est prévu dans sa négociation suite à son indemnisation de 500 000 $ qu'elle l'aide dans la mesure du possible à résoudre ses problèmes légaux avec les États-Unis, dépose elle aussi une requête pour que les poursuites soient abandonnées. Le 18 février 2009, le juge Peter Espinoza refuse l'abandon des poursuites contre Polanski s'il ne se présente pas en personne devant la cour, mais suspend sa décision afin de lui donner la possibilité de se présenter à l'audience. Le juge estime qu'il y a eu une faute professionnelle de la part du parquet en 1977 et qu'il y a matière à revoir le jugement. Le 7 mai 2009, date de l'audience, Polanski ne se présente pas. Le juge Espinoza confirme son refus de clore l'affaire. Les avocats de Polanski demandent alors à la Cour d'appel de Californie d'examiner les vices de procédure de cette affaire. Le 27 septembre 2009, Polanski se rend au Festival du film de Zurich pour y recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière. Il est arrêté par la police dans le cadre d'un traité d'entraide judiciaire pénale que la Suisse a signé avec les États-Unis. Polanski, bien entendu, s'oppose à son extradition et engage un avocat suisse, Maître Lorenz Erni, pour assurer sa défense. Le 25 novembre 2009, le tribunal pénal fédéral accepte la libération conditionnelle de Polanski, moyennant une caution de 4,5 millions de francs suisses, environ 3 millions d'euros, et une assignation à résidence sous bracelet électronique dans sa résidence en Suisse, à Stade. Le 12 juillet 2010, la ministre suisse de la Justice annonce que Polanski ne sera pas extradé vers les États-Unis suite à un vice de procédure dans la demande d'extradition américaine. Il manquait des documents. Il retrouve donc la liberté de circuler dans ces 3 pays, la Suisse, la France et la Pologne. De nouveau, les autorités américaines tentent de faire arrêter Polanski le 29 octobre 2014 en Pologne, où il s'est rendu pour assister à l'inauguration du musée polin d'histoire des Juifs du pays. Mais il est finalement remis en liberté suite à son audition par un procureur. Une demande d'extradition est déposée par les États-Unis le 7 janvier 2015. Le 25 février 2015, Polanski se rend à l'audition du tribunal de Cracovie qui a lieu à huis clos. Il y témoigne pendant 9 heures. Sa ligne de défense est de prouver que la demande d'extradition n'est pas fondée. Et le 30 octobre, le tribunal de Cracovie se prononce contre l'extradition. Il n'y aura pas d'appel de la part des États-Unis. Rebondissement le 31 mai 2016 quand le ministre de la Justice polonais annonce son intention de rouvrir la procédure d'extradition, mais une nouvelle fois, le pourvoi en cassation est rejeté par la Cour suprême de Pologne le 6 décembre. Le 16 février 2017, la presse rapporte que Polanski souhaite retourner aux États-Unis pour clôturer l'affaire à condition de ne pas y être incarcéré. Le 9 juin, Samantha Geimer témoigne de nouveau en faveur de Polanski auprès du juge Scott Gordon. Et de nouveau, le 18 juillet 2017, le juge Gordon refuse de mettre un terme à l'affaire Polanski. L'affaire Polanski est le cas unique d'un scandale diplomatique pour prévenir l'extradition d'un pédocriminel aux États-Unis parce qu'il a choisi de jouer au chat et à la souris pendant 32 ans avec la police américaine. Roman Polanski a été le fugitif le plus célèbre du monde, glorifié par la communauté artistique, avec une Palme d'Or à Cannes, 3 Oscars et 7 Césars. La seule fois où il a été arrêté, c'est à Zurich. Il a voulu récolter le prix du Festival de Zurich pour l'ensemble de son œuvre. Il a été piégé à l'aéroport dans la mesure où l'opération a été si secrète que le pédoprotectorat n'a pas pu l'aviser du danger comme les fois précédentes. Car il faut être honnête, il y a dans cette affaire des prises de position et des soutiens à l'artiste qui sont purement et simplement
simplement inaudible. Car ce n'est pas l'artiste qui était jugé, mais l'homme. Donc arrêtons de tout mélanger. Le dernier écho qui m'a d'ailleurs amené à faire cette vidéo est un article du 3 mai 2023 dans l'Indépendant où on nous montre une photo de Polanski avec Samantha Geimer tout sourire avec ce titre. Ce n'était pas bien grave. 46 ans après, Roman Polanski pose avec la femme qu'il a droguée et violée alors qu'elle n'avait que 13 ans. Cette photo avait été publiée par Samantha sur son compte Instagram. Puis, elle a été partagée par Emmanuelle Seigné, épouse de Polanski, avec cette légende « Merci Samantha ». Cette photo a été prise par le mari de Samantha lors d'une interview croisée à Paris organisée par le magazine Le Point entre Samantha et l'épouse de Polanski. La surprise, c'est que Polanski était présent et qu'ils en ont profité pour faire cette surprenante photo. Bon, il faut être lucide. Si vous avez bien suivi, depuis le fameux accord de 1993, Samantha se doit de défendre Polanski. Cela faisait partie de l'accord. Ce serait si simple si l'affaire Polanski ne se bordait qu'à Samantha Geimer. Mais d'autres femmes l'ont accusée d'agressions sexuelles commises dans les années 70. Polanski les a bien évidemment toutes démenties. Aucune de ces accusations n'a abouti à un nouveau procès, souvent à cause de la prescription des faits. Renate Langer a déposé une plainte pour viol en 2017, affirmant avoir été agressée en février 1972 à Stade, alors qu'elle n'avait 15 ans. À l'époque des faits présumés, Polanski, qu'elle avait rencontré par l'entremise de son moniteur de ski, lui avait fait miroiter la possibilité d'un casting. 2 mois après son dépôt de plainte, la justice suisse déclarait ces accusations prescrites. En mai 2010, en plein festival de Cannes, l'actrice britannique Charlotte Lewis accuse le réalisateur d'avoir abusé sexuellement d'elle lors d'un casting organisé chez lui en 1983, alors qu'elle avait 16 ans. Une femme, identifiée comme Robin, l'accuse en août 2017 d'agression sexuelle lorsqu'elle avait 16 ans. Les faits, qui auraient eu lieu en 1973, sont prescrits. Marianne Barnard, une artiste californienne, a confié au Sun que le réalisateur l'avait agressée en 1975 sur la plage de Malibu. Elle avait alors 10 ans. Mallory Millett, elle raconte au Sun avoir été violée par Polanski dans un hôtel de New York en février 1970, juste après le meurtre brutal de Sharon Tate. Elle avait 29 ans. 5 femmes anonymes via un site internet. En 2017, une plateforme sécurisée vise à rassembler des témoignages d'autres victimes de Polanski. Nom du site, imetpolanski.com. Toutes les contributions, une fois vérifiées, seront envoyées aux autorités judiciaires et, avec leur permission, seront partagées anonymement sur ce site. Y lit-on. Les 5 victimes anonymes avaient entre 9 ans et 15 ans lors des faits qui se seraient déroulés entre 1969 et 1972. Le créateur de ce site internet se décrit comme militant féministe. Roman Polanski a porté plainte pour diffamation contre lui. Une plainte finalement retirée quelques mois plus tard. Valentine Monnier. Le 9 novembre 2019, une Française, Valentine Monnier, accuse Roman Polanski de l'avoir violée en 1975 en Suisse, alors qu'elle avait 18 ans, dans un témoignage publié par le journal Le Parisien, à quelques jours de la sortie du nouveau film du cinéaste sur l'affaire Dreyfus. Elle indique ne pas avoir déposé plainte pour ces faits prescrits. Un autre aspect gênant de cette affaire, c'est la confusion entre l'homme public, le réalisateur, et l'homme qui a été jugé. Et là, les prises de position dans les médias sont plus que déplacées. En 2009, suite à son arrestation en Pologne, Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture, dénonce ce qu'il juge être une arrestation épouvantable et complètement injuste, avant d'expliquer avoir réagi sous le coup de l'émotion à la suite des réactions indignées provoquées par ses déclarations. Luc Châtel, porte-parole du gouvernement, déclare alors que le réalisateur n'est pas au-dessus des lois. Une pétition réclamant sa libération est alors signée par des grands noms du spectacle, parmi eux Isabelle Adjani, Woody Allen, Martin Scorsese, David Lynch, Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro, Michael Mann et tant d'autres. Mais il y a aussi ceux qui refusent de signer la pétition, comme Michael Douglas ou Luc Besson, qui estiment, je le cite, que la justice doit être la même pour tout le monde. En juillet 2014, il renonce à se rendre au festival de Locarno, en Suisse, pour éviter les tensions et controverses suite à une campagne d'alerte sur les réseaux sociaux. Il devait y recevoir un prix et donner une leçon de cinéma. En janvier 2017, Roman Polanski est désigné comme président de la prochaine cérémonie des Césars. La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, défend la présidence des Césars par Polanski. Mais cette annonce ayant déclenché la vive protestation des associations féministes, celui-ci va décliner l'invitation. Toujours en 2017, cette fois en octobre, les associations féministes demandent l'annulation d'une rétrospective de l'intégrale des films de Polanski à la Cinémathèque française, présidée par Costa Gavras. Celui-ci dénonce une censure pure et simple et maintient la rétrospective qui débute le 30 octobre 2017. Quelques dizaines de personnes manifestent alors leur désapprobation devant la Cinémathèque.
En février 2018, Nathalie Portman et Asia Argento expriment leurs regrets et présentent leurs excuses pour avoir signé la pétition. Des actrices telles que Sigourney Weaver et Catherine Deneuve continuent à le soutenir. L'Académie des Oscars va elle aussi adopter des normes de bonne conduite suite à l'affaire Harvey Weinstein, et Roman Polanski se retrouvera exclu de l'Académie des Oscars le 3 mai 2018 selon ces nouvelles normes. Le 19 avril 2019, le réalisateur déposera plainte contre l'Académie des Oscars et fait part de son souhait de la réintégrer, mais celle-ci maintient sa décision. Après la publication du nouveau témoignage de Valentine Monnier en 2019, la journaliste Marine Turchi et l'universitaire Iris Bray, dans un article de Mediapart, estiment que l'avis défenseur sur le témoignage de Samantha Geimer a complètement effacé le récit de cette femme, jusqu'à ce que seule leur voix à eux résonne dans l'espace public, en véhiculant de fausses déclarations et en participant à une culture du viol. Le 28 février 2020, Adèle Haenel quitte la cérémonie des Césars après le premier prix attribué à Roman Polanski. S'ensuit une grande polémique dans la presse. En réaction, le 8 mars 2020, 114 avocates signent une tribune dans le journal Le Monde. Elle rappelle que la prescription et le respect de la présomption d'innocence sont les seuls remparts efficaces contre un arbitraire dont chacun peut, en ces temps délétères, être à tout moment la victime. Cette tribune fait l'objet d'une polémique sur les réseaux sociaux et auprès de personnalités féministes. En septembre 2020, on retrouve des collages féministes à Paris, comme ici, Port du Gros Caillou. Il y a donc depuis 1977 une guerre médiatique qui s'est relayée par une guerre des réseaux sociaux et des cercles d'influence sur la question de l'affaire Polanski. Car en tant que personne publique, ici un réalisateur mondialement connu et reconnu, cela crée de la confusion entre la personne privée qui a commis un crime et la personne publique défendue par la profession du 7e art, les spectateurs, les politiques. D'ailleurs, on se demande pourquoi. Il me semble qu'ils devraient juste être du côté de la loi, surtout quand ils sont au pouvoir. Et tout ceci pose la question des cercles d'influence et de protection de certaines catégories de personnes qui, ainsi, seraient au-dessus des lois car protégées ou au moins soutenues. Ce qui rend notre société extrêmement inégalitaire en matière de justice. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a la justice de ceux qui détiennent le pouvoir, ou autrement dit de l'argent, et la justice des autres. Et ceux qui détiennent le pouvoir se soutiennent, se protègent les uns les autres, forment un monde à part en quelque sorte, au-dessus des lois du commun des mortels que nous sommes.